On va démarrer, hein, parce que, par politesse pour ceux qui sont arrivés à l'heure, on va commencer. Donc en fait, on souhaitait faire une réunion publique dans le cadre de la révision de la carte communale, parce que c'est quelque chose d'important, sachant que la dernière carte communale date de 2008, donc ça se refait tous les 4 ans à peu près, donc faites le décompte. Mais en soi, il y a eu des événements qui se sont passés et produits avec la loi Allure et autres qui font qu'en fait, elle a été reportée et elle est toujours valide. Normalement, certains d'entre vous, courant 2015, avaient dû recevoir des courriers par rapport aux parcelles qui étaient en fait hors d'humour dans les lieux-dits par rapport à la constructibilité, puisque c'est des choses qui allaient sortir dans le cadre de la loi Allure déjà à l'époque. Donc il y a différents éléments qui vont vous être présentés ce soir sur la révision. Mais aujourd'hui, on n'a plus le choix parce que, en conformité avec le SCOT, donc le SCOT était de 2018, je crois. 2018, donc 2022, il est terminé, le nouveau est en cours. Et si on veut continuer à construire encore un petit peu sur la commune et avoir des permis signés par la préfecture, il faut vraiment qu'on soit en adéquation avec ces documents d'urbanisme. Donc je vais laisser l'atelier 10 se présenter. Ouais. Bonsoir tout le monde, donc, je suis Fabien Jaffré, co-gérant de la société L'Atelier 10. On est basé à la Mézières, c'est au nord de Rennes, et puis on sévit sur tout le territoire du pays Plouermel, donc que ce soit sur votre intercommunalité ou Plouermel communauté. Donc on réalise un certain nombre de PLU ou cartes communales, donc vous êtes en carte communale. C'est le document d'urbanisme le plus petit qui est adapté aux communes les plus petites, entre guillemets. Alors je vais vous présenter les travaux qui sont en cours. Je dis en cours parce que rien n'est validé, terminé. Je vous expliquerai la procédure qui reste encore à appliquer, mais sachez que si on fait cette réunion, c'est également pour échanger et pour vous dire que rien n'est gravé dans le marbre pour l'instant. Petite parenthèse, quand on révise ou quand on élabore une carte communale, il n'y a absolument aucune obligation de faire une réunion publique. Donc là, c'est vraiment un choix de vos élus de vous présenter en cours de procédure ce document. C'est même assez rare qu'on fasse des réunions publiques pour ce type d'études, mais voilà, moi je trouve que ça va dans le bon sens également. Alors quand on révise ou qu'on élabore un document d'urbanisme, peu importe que ça soit, j'ai envie de dire, une carte communale ou un PLU, on doit se référer aux mêmes règles, c'est-à-dire le code de l'urbanisme. Et donc le principe de révision, c'est on a une commune imaginaire qui pourrait très bien être la vôtre, mais une commune voisine également. Dans un premier temps, on doit s'attacher à identifier les espaces naturels et les espaces sensibles. C'est quoi ? Ça représente 20-30% des territoires. Vous voyez, c'est tout ce qui apparaît en vert, à savoir des espaces boisés, vous en avez un certain nombre, on verra tout à l'heure. Les zones humides, donc très important, il y a un inventaire des zones humides qui avait été réalisé sur votre commune. Nous, on doit obligatoirement l'intégrer dans notre carte communale. Ce qu'on appelle les corridors écologiques, les continuités écologiques, on en entend parler de plus en plus. Par exemple, entre deux grands massifs boisés, on doit définir ce qu'on appelle des continuités écologiques qu'on doit préserver. Bon, voilà, sur une carte communale, ça a un peu moins d'incidence que sur un PLU ou un PLUI. C'est un PLU à l'échelle de toute une intercommunalité, on pourra l'évoquer si vous le souhaitez. Donc on doit identifier tous ces éléments-là. Parallèlement à cela, on identifie également les terres exploitées, du sol ou du sous-sol, ça dépend des communes. Donc ça peut être 90% du temps les espaces agricoles, vous voyez tout ce qui apparaît en jaune ici, c'est les prairies ou les cultures, des carrières quand il y en a, éventuellement des exploitations forestières, points de captage en eau potable, etc. Une fois qu'on a identifié sur le territoire communal ces deux grandes entités qui se font parallèlement, c'est uniquement dans un troisième temps qu'on vient s'intéresser aux espaces urbanisés ou à urbaniser. C'est ce qui apparaît en rouge ici, par exemple. C'est quoi ? C'est le tissu urbain, c'est-à-dire le bourg, on appelle ça une zone agglomérée. Ce sont les zones d'activité, 3 petits points, liste non exhaustive. Donc c'est bien dans ce sens-là qu'on travaille, à savoir on identifie les milieux remarquables, entre guillemets, et après on se pose la question où est-ce qu'on va bâtir. Et pas l'inverse, vous comprenez bien la logique, ça peut paraître simple ce que je dis, mais c'est important de le rappeler. On ne définit pas un lotissement, une zone d'activité, pour se rendre compte après, c'était une zone humide, ou on était en zone inondable, ou alors il y avait un point de captage d'eau potable, on était dans le périmètre rapproché. Donc c'est bien dans ce sens-là qu'on travaille, et malgré tout, ça engendre un certain nombre de contraintes pour les futures zones constructives. La prochaine diapositive est l'une des plus importantes, mais je vous préviens, c'est pas la plus passionnante. C'est le contexte réglementaire. Donc je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, mais si vous saviez à quel point c'est important quand on révise un document d'urbanisme,
Donc vous, commune de Carreau, vous devez être en conformité avec toutes les règles qui sont à l'échelle nationale. C'est-à-dire que peu importe la commune en France, Ville de Paris, Lille, Ajaccio, peu importe Rennes ou Carreau, vous avez les mêmes règles. Donc après, on les adapte en fonction du contexte. Mais croyez-moi que ce n'est pas évident. Qu'on soit en plaine de Beauce, qu'on soit dans le bocage normand ou qu'on soit dans le bocage breton, on applique les mêmes règles. Donc vous imaginez bien, quand on est dans la plaine de Caen, où on a des tout petits bourgs, on n'a aucun hameau, on doit faire les mêmes règles que dans le Morbihan, quand on a le bourg et qu'on a 10, 20, 30 hameaux qui étaient constructifs par le passé. On doit respecter les mêmes règles, donc c'est assez compliqué. Donc tout un tas de règles, ça s'est surtout accentué depuis le début des années 2000. C'était la loi SRU qui a créé les documents PLU qu'on connaît un petit peu plus actuellement. Et il y a eu tout un tas de règles. La loi Grenelle, alors je ne vais pas tout dépasser, il y a eu la loi Allure, Monsieur le maire a évoqué. La loi Allure qui, entre autres, a été appliquée localement. L'une des plus grandes règles, c'était on ne construit plus dans les hameaux, on construit dans les bourgs. Donc ça, on doit le faire maintenant depuis presque 8 ans maintenant, on doit appliquer cette règle. La loi Macron, il y a eu la loi évolution logement, aménagement numérique, et la toute dernière loi, c'est la loi climat et résilience, qui est vraiment importante. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, puisque c'est cette loi qui a instauré le ZAN, zéro artificialisation nette. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour la prochaine décennie qui a déjà démarré en 2021, donc 2021-2031, toutes les communes doivent consommer 50% au maximum de ce qu'elles avaient consommé lors de la décennie précédente. Donc pour toutes les communes, on doit calculer combien on a consommé entre 2010 et 2020, j'arrondis, et quoi qu'il arrive, entre 2020 et 2030, on doit diviser par 2. Et à partir de 2030, là on ne divise plus par 2, on doit tendre vers 0. C'est-à-dire qu'on ne va plus consommer d'espace agricole, d'espace naturel ou d'espace forestier. Donc voilà, c'est une grosse révolution, parce que ça veut dire qu'il faut faire la ville sur la ville et consommer le moins possible d'espace. Et vous avez des règles à l'échelle plus locale, à l'échelle intercommunale, donc des règles à prendre en compte obligatoirement. Monsieur le maire a évoqué le SCOT, c'est le schéma de cohérence territoriale du Pays de Plouermel. Donc à l'échelle de vos 2 intercommunalités, donc c'est le Pays de Plouermel, il y a un document, le SCOT, qui donne de grandes orientations en matière d'aménagement du territoire, et obligatoirement, on doit être en conformité avec ce document-là. On a également ce qu'on appelle le PLH, Programme local de l'habitat. Là, c'est uniquement sur votre intercommunalité, de Luce-la-Brocéliande, qui donne des indications sur la production de logements. Ruffiac doit produire tant de logements, Augan doit produire tant de logements, vous, Carreau, vous devez produire tant de logements, etc. Chaque commune a, comme ça, des prescriptions en termes de production de logements. On doit être conforme avec ces documents dits supérieurs. Et on a d'autres documents à l'échelle de la Loire, c'est le SDAGE Loire-Bretagne. Donc là, ça va en gros de Saint-Étienne jusqu'à Brest, donc c'est une énorme zone. Mais il y a sa traduction plus locale, c'est le SAGE Vilaine. Donc c'est-à-dire que dans tout le bassin versant de la Vilaine, on a des règles à respecter, notamment en termes de protection des zones humides, des abords des cours d'eau, etc. Voilà. Donc nous, le rôle du bureau d'études, c'est d'accompagner la commune dans cette montagne de réglementation pour leur dire, attention, là, vous n'êtes pas conforme avec telle règle, là, vous êtes plutôt conforme, puisqu'en fin de procédure, notre dossier va passer à la moulinette d'un certain nombre de services, notamment tous les services de l'État, toutes les chambres consulaires, qui vont éplucher le document. Je peux vous dire qu'ils vont bien regarder sur le rôle, de toute façon, à la virgule près, si on est bien en compatibilité ou en conformité avec toutes ces règles. Donc si vous avez bien compris, au début des années 2000, on avait le droit de construire ça par commune, 2010 c'était ça, 2020 on en est à ça. Donc ça réduit. Donc c'est pour ça qu'il y avait aussi un petit peu urgence, comme dit monsieur le maire, de réviser votre carte communale, parce que mieux vaut avoir ça que ça dans 3-4 ans, on n'en sait rien, il y aura peut-être encore moins. Donc voilà, il était temps de mettre à jour ce document. Donc la méthodologie, c'est, on a fait l'analyse du territoire, ce que je vous ai dit, le diagnostic, je vais vous présenter une petite synthèse. En fonction des études existantes, c'est les inventaires zones humides, les inventaires du bocage qui ont été réalisés, des choses comme ça. Et en fonction malgré tout des souhaits de la commune, parce qu'il reste, on a une petite marge de manœuvre malgré tout, on définit des axes de développement pour la commune et on se projette à 10 ans. Donc à horizon 2033-2034. Ça ne veut pas dire que le document d'urbanisme va durer pendant 10 ans. Ça veut dire que nous, on se projette au moins sur 10 ans. Il durera peut-être 10 ans, peut-être 15 ans, peut-être 5 ans. Ça dépend beaucoup du législateur, plus que de la commune. Et puis oui, des autres documents supérieurs, est-ce qu'on passera sur votre intercommunalité éventuellement un PLUI?
Donc ça, c'est un document d'urbanisme à l'échelle de toute l'intercommunalité. Si c'est le cas, vous serez absorbé et donc, voilà, vous n'aurez plus de carte commune. Pour l'instant, on est en carte communale. Donc on a défini des axes de développement en termes de politique d'habitat, activité économique, préservation de l'environnement. Et tout ça se traduit par la définition de zones constructibles. Une carte communale, c'est assez simple, c'est binaire. Hein. C'est soit c'est constructible, soit c'est non constructible. Mais attention, quand on dit non constructible, c'est pour l'édification, par exemple, si je prends la thématique habitat, hein, c'est l'édification d'un nouveau logement. Construction, voilà, ce sera vraiment, on construit un nouveau pavillon. Ça, c'est ce qu'on appelle une construction nouvelle. Je ne parle pas de tout ce qui est extension des constructions existantes, ça, quoi qu'il arrive, ça sera toujours existant. Réhabilitation, éventuellement changement de destination, je l'évoquerai par la suite. Donc si j'en viens au diagnostic de territoire, la petite analyse de votre commune, vous aviez une population en 2020, données de l'INSEE, il y a toujours 2-3 ans de décalage, 1143 habitants sur votre commune. Nous, on a essayé d'estimer aujourd'hui, 2023, on estime qu'on est autour de 1150 habitants. Et vous avez une population qui est plutôt stable depuis l'élaboration de votre premier PLU, première carte communale, en 2008. Une population qui est plutôt stable. Il y a eu juste une petite variation d'une centaine d'habitants entre 90 et 2010. Ça a diminué un petit peu encore depuis, mais on est toujours, vous voyez, autour de 1150 habitants. Ce qu'il faut retenir, c'est que sur cette dernière décennie dont nous avons les chiffres, on était autour d'une trentaine de logements nouveaux qui ont été bâtis. Donc si on fait une moyenne toute bête, c'est autour de 3 logements par an. Entre 3 et 4 logements par an en moyenne qu'on réalisait sur votre commune. Mais ce n'est pas du tout homogène. Vous voyez les différentes années. En 2011, on avait construit un certain nombre de logements, plus d'une dizaine de nouveaux logements. Et puis voilà, un petit peu moins sur les dernières années. Donc pourquoi c'est important de voir cette production de logements? Tout simplement parce que nous, on se projette sur 10 ans, et pour définir les zones constructibles, on va définir de combien de logements on a besoin sur la prochaine décennie. Et c'est cette production de nouveaux logements qui va définir nos zones constructibles. Si on dit on a besoin de 25 logements par an, vous imaginez bien qu'on n'a pas les mêmes besoins que si c'est 3 logements par an. Donc c'est vraiment le point essentiel de la révision de votre carte communale, c'est la production de nouveaux logements. On va le voir par la suite sur quoi on se projette. Un autre constat, enfin plusieurs constats, vous avez une population qui est vieillissante. Ce n'est pas spécifique à votre commune. Dans le diagnostic que vous pourrez consulter, on fait une cartographie à l'échelle de votre intercommunalité, voire un petit peu plus large, et vous verrez que c'est une tendance qui est plutôt locale, voire du Morbihan, même, une population qui vieillit. Pour preuve, la part des plus de 60 ans, alors je ne dis pas qu'à 60 ans on est vieux, mais au-delà de 60, on commence à rentrer dans une tranche où il y a le plus de personnes âgées. Donc vous voyez, ça représentait un quart de votre population, 24% en 2008, et on arrive à 27% en 2020. Donc à l'inverse, les classes d'âge les plus basses ont, elles, tendance à diminuer. Donc une population vieillissante, après encore une fois, vous inquiétez pas, c'est une caractéristique locale qui n'est pas... on le retrouve assez souvent. Par contre, ce qui est un petit peu plus négatif, c'est que vous aviez un solde migratoire négatif. C'est quoi le solde migratoire? C'est la différence entre les personnes qui viennent habiter la commune et les personnes qui quittent la commune. Donc vous, chez vous, il y a un petit peu plus de personnes à quitter la commune que de personnes à venir habiter sur la commune. Pour quelles raisons? Là, c'est multifactoriel, mais bien souvent, c'est à cause de l'emploi, c'est le premier critère. Ça peut être les zones constructibles également. Des fois, on peut avoir une rétention foncière des années précédentes qui ont fait qu'on avait moins d'opérations de lotissement à sortir, et du coup, on pouvait accueillir moins d'habitants. Donc ça peut se modifier, surtout que malgré tout, on reste un département attractif et qu'il sera encore dans les années à venir. On a une taille des ménages, les ménages c'est le nombre de personnes par logement, qui diminue régulièrement. Ça c'est un phénomène national, mais néanmoins on peut le calculer pour chaque commune. Et pour vous, ce qu'on appelle le point mort, il est de 3 logements par an, 3,1 précisément. C'est quoi le point mort? C'est-à-dire que uniquement pour maintenir votre population, 1150 habitants, pour la décennie à venir, vous êtes obligé de prévoir 3 logements tous les ans. C'est uniquement pour stabiliser la population. Pourquoi? Parce qu'on est de moins en moins nombreux par logement. Et du coup, je prends toujours l'exemple, une famille de 4 personnes aujourd'hui en 2023, les 2 parents, les 2 enfants, on se projette, donc ils sont un logement pour 4 personnes, on se projette 10 ans plus tard, les enfants qui avaient 14 et 15 ans ont 24-25 ans, ils habitent toujours sur carreau, les parents ont divorcé, ça peut arriver,
c'est pas le meilleur des scénarios, mais ça peut arriver, ils habitent toujours sur carreaux. En 2023, on avait un logement pour 4. En 2033, toujours 4 personnes, hein, on a 4 logements pour 4. Donc vous voyez, 3 logements de plus uniquement pour stabiliser la population. Donc c'est ça le point mort et le desserrement des ménages. Donc c'est un phénomène national qui se calcule pour chaque commune. Donc vous, on sait déjà que rien que pour stabiliser la population, pour les 10 prochaines années, c'est au moins 30 logements à prévoir. Si on revient un petit peu plus loin, vous voyez, entre 68 et 2019-2020, hein, en moyenne, on créait 5 à 6 logements par an. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a eu une petite baisse quand même la dernière décennie, mais si on remonte un petit peu plus loin, à plus de 50 ans, hein, ben on était à 5-6 nouveaux logements par an. Donc ça veut dire quoi? Ça veut surtout dire que si dans le projet, nous on envisage de créer 10 logements par an, le préfet va nous dire sur quoi vous vous basez, c'est incompatible avec ce que vous avez connu, c'est pas possible, il faut revoir votre copie. Donc voilà, c'est tous ces indicateurs-là qu'on va prendre en compte pour définir notre projet. Un autre point qui est assez défavorable sur votre commune, hein, c'est la vacance qui est forte. C'est quoi la vacance? C'est des logements vides à l'année. Alors il y a plusieurs raisons, hein, les décès, les enfants qui récupèrent le logement mais qui ne veulent pas le vendre. Voilà, il y a plusieurs raisons. Hein. Mais néanmoins, ces logements vacants, 10% du parc, c'est beaucoup. On considère que 5% du parc, c'est le seuil, l'un des plus faibles, mais quand on arrive à 10, c'est le double. Hein. Donc là, ça veut dire qu'il faut faire quelque chose, il faut essayer de remettre en état ces logements, les remettre sur le marché. Pourquoi? Parce que sinon, le préfet il va dire pourquoi vous allez construire des lotissements alors que vous avez 10% de vos logements qui sont vides. Remettez-les sur le marché avant d'aller consommer des terres agricoles naturelles. Ok, on est tous d'accord, hein, sauf qu'on n'a aucun outil pour mobiliser ces logements vacants. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas être trop gourmand non plus en production de logements, sinon on va se faire taper sur les doigts, hein, encore une fois par le préfet, il aura raison, qui nous dira remplissez déjà les logements vides avant d'aller faire 80 logements en extension du lot. Et je vous ai évoqué la consommation d'espace passé. On était à un peu moins de 12 hectares entre 2011 et 2020. 11,8 hectares ont été consommés d'espace agricole, naturel et forestier. Ça veut dire que théoriquement, pour la prochaine décennie, c'est 5,9 hectares d'espace qui devront être consommés au maximum. On va voir que c'est compliqué, c'est très compliqué. C'est presque déjà fait. Voilà. Parce que, vous voyez, on nous dit les règles du jeu, c'est celle-ci, hein. On est en 2023, mais attention, le jeu, il a démarré en 2021. On ne savait pas. Donc ça veut dire que tout ce qui a été consommé en 2021, 2022, on doit le comptabiliser. Oui, pardon. J'ai une petite question. Là, vos constats, vous les faites par rapport aux chiffres que vous avez qui s'arrêtent en 2020? Oui, c'est ce que je disais, c'est les données de l'INSEE. Malheureusement, il y a toujours 2 années de décalage. Donc on essaye de mettre à jour de temps en temps. Je pose cette question parce que Monsieur le maire pourra sûrement plus y répondre. Par rapport à l'augmentation la Pleuhermel qui est quand même, on va dire, par rapport à Carreau, qui est le centre urbain plus appelé par les gens qui habitent dans la région, parce que c'est là où il y a de l'emploi. Oui, c'est l'emploi. Pas sur Carreau. Pleuhermel, ces dernières années, au niveau tarif immobilier, a beaucoup augmenté. Donc je pense que ces dernières années, il y a une demande quand même plus importante pour s'éloigner un peu de Carreau, de Pleuhermel, parce que les gens, vu la hausse des prix de l'immobilier à Pleuhermel, plus actuellement la hausse des prix des taux, les gens n'ont peut-être plus la possibilité de se loger sur Pleuhermel, Ouais. donc s'éloigner un peu. Mais vous allez voir juste après qu'on a pris en considération. On va en parler justement. Ouais. Tout à fait. Parce que, pour tout vous dire, on n'est pas parti sur 3 logements par an. On est parti sur un petit peu plus. Mais vous allez voir, ça va venir juste après, mais vous avez raison. Le constat que vous faites. C'est aussi en fait l'argumentaire qu'on aura vis-à-vis des services de la préfecture pour pouvoir garder une certaine capacité. Puisque derrière, en fait, si on reste effectivement sur ce taux de 10% de vacances, on sait tous aussi ce que c'est que cette vacance. C'est beaucoup de ruines ou de vieilles masures qui sont dans les lieux-dits. Donc, en termes de vacances, le logement, on va dire, aujourd'hui décent, il n'y en a pas tant que ça. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il va falloir soit partir sur la réhabilitation, soit pouvoir conserver la construction. Mais effectivement, dans le cadre de la construction, un de nos projets, on parle depuis quelques temps maintenant, qui est le Lion d'Or, on va nous demander de faire des appartements. Voilà. Ce que ça veut traduire aussi
ces lois-là, c'est que, comme disait M. Jaffray tout à l'heure, c'est qu'ils veulent qu'on empile. Bon, après, il faut aussi qu'on garde ce que attendent les gens. C'est-à-dire qu'effectivement, quand les gens viennent sur carreau, théoriquement, c'est pas pour se retrouver en appartement ou en immeuble. Mais on va y venir sur les projections démographiques, et en effet, on a pris en compte ce phénomène. Mais attention, les services de l'État nous attendent au tournant, parce qu'ils savent bien que sur les chiffres 2021, 2022, 2023, on aura vraisemblablement une augmentation sur tout le pays de Plouermel, hein, sauf exception. Mais ce qu'ils nous disent, c'est qu'il y a eu le Covid qui a joué et que ça ne devrait pas perdurer sur la décennie à venir. Donc il y a eu certainement un pic ces dernières années. Est-ce que ça va durer sur 10 ans ? Ça commence déjà à se tasser, on voit sur d'autres communes qui ont connu une croissance folle. Donc bon, à voir, mais de toute façon, vous allez voir que nous, on est au-delà des 3 logements par an. Surtout que nous, sur la commune, on a une petite spécificité, c'est le lotissement, par exemple, qui a été construit, on va dire, après cette période, sauf qu'en fait, elle sera comptée avant, puisque le permis d'aménager était d'avant 2020, donc la surface est déjà considérée comme consommée. Elle est consommée là-dedans. Donc en fait, là, vous avez les chiffres des logements commencés, mais en fait, il faut aussi théoriquement intégrer les chiffres de ce qui a été déjà considéré comme artificialisable. Donc si je fais un zoom un petit peu plus sur votre territoire communal, ici vous avez les limites communales de votre commune, hein, et vous avez différents constats à faire. Hein. Vous avez à peu près 120 hectares, 117 précisément, de zones humides, d'inventoriés. Donc c'est ce qui apparaît ici. Alors c'est tout petit, mais vous aurez accès à tous les documents si vous le souhaitez. Donc là, ce que je disais, c'est qu'il y a un inventaire qui a été fait. On doit l'intégrer à la carte communale. Donc un peu moins de 120 hectares de zones humides, ce qui est pas mal. Hein. On a un certain nombre de cours d'eau également. Vous voyez le réseau hydrographique qui est assez conséquent. 60 km de cours d'eau inventoriés sur votre commune. Donc ça en fait des berges à entretenir. Alors là, 1 hectare de plan d'eau, mais bon, c'est pas le chiffre qu'on a toujours, qui est toujours le plus fiable. On va dire qu'on a peu de plans d'eau, on est autour de l'hectare. Bon, c'est pas le chiffre là qui est forcément à retenir. En termes de milieux ouverts, c'est quoi les milieux ouverts? C'est les prairies ou les cultures. Donc vous voyez, c'est tout ce qui apparaît en jaune ici. Donc on a déduit tout ce qui est les zones artificialisées et tout ce qui est boisement. Donc c'est tout le reste. Hein. Et on est un petit peu moins de 3000 hectares, donc c'est assez conséquent quand même ces espaces ouverts. Un peu moins de 500 hectares de boisement qui apparaissent ici. Vous voyez, c'est atypique. Hein. On a des boisements qui sont un petit peu implantés de manière linéaire comme ça. Bien souvent, ça suit les cours d'eau. Il n'y a pas de grosse surprise. Mais c'est pas souvent comme ça qu'on les retrouve sur les communes. Vous, c'est assez particulier. Et donc, quand on cumule tout ça, il y a une dizaine d'hectares de landes également. Et on va le voir juste après, plus de 300 km de haies et talus. Donc ça, c'est assez conséquent et on est bien au-delà de la moyenne régionale. Vous allez le voir par la suite. Donc, quand on cumule tout ça, c'est ce qu'on appelle la trame verte et la trame bleue communale. Donc ce sont des espaces qu'on doit préserver de toute urbanisation nouvelle. Donc, si on urbanise dans ces secteurs-là, c'est vraiment, il faut bien le justifier. Alors quand je parle d'urbanisation, c'est surtout habitat, activité économique. L'activité agricole, c'est à part. Le législateur a considéré qu'une activité agricole, quand on construit des stabulations, des bâtiments, on n'est pas dans dans la consommation des espaces agricoles, naturels et forestiers. Comme c'est indispensable à l'activité agricole, c'est pas de la consommation d'espace. Il n'y a aucun problème, au contraire, pour que ces bâtiments se fassent dans ces espaces-là. Encore une fois, vous pourrez jeter un coup d'œil à tous ces éléments, c'est assez intéressant à regarder. Alors je ne dis pas ça parce que je les ai faits, mais ça reste intéressant. Alors concernant le bocage, vous avez ici une cartographie de la densité bocagère sur votre commune. Donc plus on va vers une trame foncée, plus on a un réseau bocager dense. Et vous avez le bourg qui est situé juste ici, pour vous repérer. Et donc en direction de Plouermel, qui est situé juste au nord. Donc vous voyez un réseau bocager avec des trames, bien souvent, si vous vous rappelez, ça suit les cours d'eau. On a vu tout à l'heure. Les boisements, les grands boisements et les cours d'eau, et des fois on a d'autres. Mais vous avez vraiment une trame qui est majoritairement nord-sud. Donc voilà, c'est un peu atypique chez vous, mais c'est comme ça. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a plus de 80 mètres linéaires par hectare. Alors que la moyenne régionale, vous voyez, c'est 67 mètres linéaires. Donc on a vraiment un bocage qui a été préservé chez vous par les actifs agricoles. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas eu des parcelles qui se sont agrandies avec des talus qui ont sauté à l'époque, ça se faisait, il n'y avait aucun problème là-dessus. Mais néanmoins, vous avez un réseau bocager qui est encore en plutôt bon état. Et c'est à souligner sur votre commune. Donc on verra par la suite qu'on a des outils dans le cadre de la carte communale pour préserver les haies bocagères.
Préserver une haie, ça ne veut pas dire qu'il faut sanctuariser la haie. C'est juste que si on veut la supprimer, donc je parle bien d'une suppression, pas d'entretien, hein, il faudra faire une demande en mairie, une déclaration préalable pour dire est-ce que je peux supprimer 20 mètres linéaires de haies, et la commission communale dira bah oui ou non, vous pouvez supprimer. Si vous pouvez supprimer, bah, il faudrait replanter l'équivalent à un endroit plus intéressant. Donc c'est pas sanctuariser les haies, c'est simplement avoir un droit de regard sur ce patrimoine naturel qui est encore conséquent sur votre commune. Si on zoome sur le bourg, vous avez ici une orthophoto, une photo aérienne. À l'époque, c'était des photos aériennes, c'était par avion, hein, comme c'est ça. Donc ça date des années 50, et vous pouvez voir votre église ici. Et alors je vais essayer de zoomer un petit peu, mais je ne sais pas si on verra beaucoup, ce sera peut-être un peu pixelisé. Ce qu'on peut constater, c'est que le bourg s'est développé, alors pas de manière radioconcentrique, mais presque, hein, c'est-à-dire un cercle autour de l'église. Et alors c'est pas vraiment une place de l'église, hein, c'est un rond-point d'église, je ne sais pas comment on le dénomme chez vous. Mais autour de cette église, où on a le bâti qui s'est fait historique autour. Mais néanmoins, on peut constater que déjà le cimetière était, alors je ne sais pas de quand il date, mais ça fait peut-être un moment qu'il est là-bas, derrière, hein. Mais il était déjà assez déconnecté du centre-bourg. Hein. Alors, historiquement, c'était autour des églises, hein, les cimetières, il avait peut-être été déjà déplacé avant la guerre, ou pendant la guerre, après la guerre, j'en sais rien. Et vous voyez qu'autour des années 50, il était déjà assez loin. Et donc, historiquement, on a un bourg qui est assez qui est petit, en fait, hein, et qui est vraiment concentré autour de cette église. Et ce qu'on peut constater, hein, c'est que vous avez la même photo aujourd'hui. Donc on retrouve notre bâti ancien ici, et on a un bourg qui s'est étiré, vous voyez, de manière un petit peu individuelle, c'est-à-dire que chacun a fait au coup par coup le long des principaux axes, c'est-à-dire l'axe principal en direction de Ploermel, ou le long de cette voie ici. Donc on a du coup par coup qui s'est fait, c'est vraiment ce qu'il faut éviter maintenant quand on fait de l'urbanisme. Pourquoi ? Parce que non seulement on consomme de l'espace, mais on étire les réseaux, ça coûte cher pour la collectivité, il faut amener des trottoirs, il faut amener de l'eau, l'électricité. Et puis ça engendre souvent des problèmes de sécurité routière, de vitesse. À l'époque, on n'y pensait pas forcément, mais c'est dur de réglementer la vitesse quand on a des bourgs qui s'étirent comme ça. Donc le législateur ne veut plus entendre parler de ça, hein, c'est ce qu'on appelle l'étalement urbain. Donc il faut essayer d'être un petit peu plus concentré. Et c'est ce que vous avez fait les années suivantes, hein, par le biais d'opérations. Donc là, la toute dernière opération qui apparaît ici, mais vous avez d'autres lotissements, hein, qui ont été faits entre-temps. Hein. Vous voyez, donc c'est des opérations groupées, on appelle ça. Donc il faut plutôt privilégier, parce qu'on consomme plus les réseaux, ça étire moins, hein, ça consomme également moins d'espace. Donc voilà, il faut essayer de privilégier ce type d'urbanisation. Je ne dis pas que c'est parfait, mais en tout cas c'est moins impactant pour une commune. Alors en termes de projet communal, on rentre dans le vif du sujet, sur quoi est-ce qu'on s'est projeté nous pour la décennie à venir ? Eh bien, rien que pour compenser, vous vous rappelez, le desserrement des ménages, je vous avais dit, hein, pour stabiliser la population, il faut produire une trentaine de logements. Donc là, on sait déjà que pour les 10 ans à venir, 30 logements à produire. Et du coup, on s'est basé, nous, sur une croissance démographique d'environ 0,4% par an. Donc tous les ans, on gagne 0,4% d'habitants en plus. Ça peut paraître faible comme ça, mais je vais vous montrer les chiffres. Alors surtout, à quoi ça correspond, hein ? Ça correspond à 50 habitants en plus environ, soit une vingtaine de logements à prévoir sur la décennie à venir. Donc je reviens sur le taux de croissance. Vous voyez, le taux de croissance de votre commune, il était de 0,5, donc quasiment identique, hein, entre 1999 et 2008. Entre 2008 et 2013, c'était vraiment le pic, hein, 0,7 c'était le max. Et vous voyez sur la dernière période, entre 2013 et 2020, moins 0,5, donc il était négatif. Donc là, encore une fois, les services de l'État vont pas nous louper là-dessus. Hein. Ils vont nous dire, attendez, vous avez un taux de croissance négatif, et là, vous passez sur un taux de croissance de 0,4. Comment vous le justifiez ? Donc, ce sera à nous de justifier par ce que vous avez évoqué tout à l'heure. Et on avait estimé, nous, entre la période 2020-2023, autour de 0,3% de croissance. Votre intercommunalité, vous voyez, hein, on n'est qu'à 0,1% de croissance sur la dernière période intercensitaire, dernier recensement officiel. Et le département, qui est un département dynamique, je le répète, hein, ce n'est que 0,5. Donc ça veut dire que 0,4, ça peut paraître faible, mais c'est un taux qu'il va falloir justifier, argumenter. Donc 30 logements pour le desserrement des ménages, une vingtaine, voilà, vous avez bien compris, hein, il faudra qu'on prévoit une cinquantaine de logements sur 10 ans pour atteindre environ 1200 habitants à l'horizon 2034. Donc en moyenne, vous voyez, on est entre 5 et 6 logements à produire par an,
Ça ne veut pas dire qu'il faut faire ça tous les ans, hein. Une année on peut en faire 10 et l'année suivante 0. Hein. Mais on a entre 5 et 6 logements. Et si vous vous rappelez, c'est ce que la commune a connu entre 1968 et 2019, on était autour de 5-6 logements. Donc on resterait sur cette dynamique-là. C'est ce que nous disent les documents dits supérieurs. Le SCOT qu'on a évoqué tout à l'heure, il disait en 5 logements par an. Et le PLH, j'ai évoqué également tout à l'heure, hein, ils étaient raccords tous les deux, autour de 5 à 6 logements par an. Donc là, on devrait être plutôt cohérent avec les documents supérieurs. Alors comment est-ce qu'on répartit ces logements? Obligatoirement, le premier exercice à faire, c'est de définir ce qu'on appelle la zone agglomérée. La zone agglomérée, en gros, c'est le bourg. Donc on tire un trait jaune au-delà de la dernière construction. Même si on coupe le jardin, c'est pas grave. C'est la dernière construction, on prend une vingtaine de mètres dans le jardin et on doit tirer droit. Donc on définit notre enveloppe agglomérée, ce qu'on appelle le bourg, et obligatoirement, à l'intérieur du bourg, on doit estimer combien de logements pourront être produits pour la décennie à venir. Donc ça veut dire que nous, on a identifié tous les petits trous qui pouvaient être éventuellement bouchés. Donc voilà, c'est tout ce qui apparaît en violet. Ça ne veut pas dire que ça sera bouché. Hein. On s'est posé la question sur tous ces secteurs-là. Donc il y a une trentaine de secteurs, dont les terrains de foot. Hein. On se repose la question. Qu'est-ce que ça va devenir? Bon, ça va rester un terrain de foot. Ok, au moins on le justifie. Et les services de l'État ne peuvent pas nous dire, on ne l'a pas évoqué. Donc c'est une trentaine de secteurs qui ont été passés à la moulinette. Et dans cette trentaine de secteurs, on a estimé qu'il y aurait, raisonnablement, pour la décennie à venir, une dizaine de logements qui pourront sortir de terre. C'est difficile à estimer parce que c'est essentiellement du privé. Donc si ça se trouve, il n'y en aura que 2 qui sortiront de terre, il y en aura peut-être 20, on n'en sait rien. Donc il faut essayer de voir les contraintes, la dureté du foncier, on appelle ça, si c'est accessible ou non. Allez, raisonnablement, on s'est dit qu'il y aurait une dizaine de logements qui verraient le jour. Encore une fois, ça reste une zone constructible. Quiconque souhaite construire à l'intérieur de ce périmètre pourra le faire. Nous, on doit simplement estimer il y aura combien de logements. Donc si je récapitule, on veut atteindre 1200 habitants, une cinquantaine de logements en plus, d'habitants en plus, ce qui correspond à une cinquantaine de logements. Donc cette répartition se fait de la manière suivante. Opération en cours, on a considéré qu'au moment où on va approuver la carte communale, il n'y en aura plus en cours. En densification du bourg, il y aura une dizaine de logements, c'est ce que je vous ai évoqué juste avant. En résorption de la vacance, on doit faire un effort. On s'est dit, allez, on sort notre boule de cristal, il y en aura peut-être 5 logements qui seront remis sur le marché. Là, c'est vraiment compliqué à estimer, mais on doit mettre un chiffre. Changement de destination, allez, il y aura peut-être un logement de fait. Changement de destination, c'est quoi? C'est quand on transforme une ancienne étable en logement. Donc ça, ce sera possible. Mais on s'est dit, allez, il y en aura peut-être 10, il y en aura peut-être 20. On s'est dit, il n'y en aura peut-être que un de fait. Il y en aura peut-être plus. Mais néanmoins, tout ce qui est mis en avant ici, on doit les déduire de notre cinquantaine de logements à faire. Ce qui veut dire que le résiduel, les 37 logements, elles se feront en extension du bourg. On construira 37 logements en extension du bourg. Alors je finis juste et puis je vous donne la parole juste après. Et ces 37 logements en extension du bourg, on doit fixer une certaine densité. Parce que si vous mettez 2 logements à l'hectare ou 50 logements à l'hectare, vous imaginez bien qu'on ne va pas consommer le même nombre de mètres carrés. Alors les documents supérieurs applicables sur votre commune disent qu'on doit avoir une densité minimale de 15 logements à l'hectare. Minimale. Ça veut dire qu'on pourra faire plus si on veut. Voilà, on le fait déjà. On ne pourra pas faire moins en tout cas. Donc c'est un calcul qui est simple. On a 37 logements en extension, 15 logements à l'hectare. Ça veut dire qu'on doit dégager au-delà de notre zone jaune, la zone agglomérée, 2,5 hectares de zone constructible. Et pas 1 mètre carré de plus. Sinon, ils vont nous dire comment vous justifiez que vous définissez plus de zones constructibles alors que dans votre répartition des logements, vous n'aviez besoin que de 37 en extension. On est arrivé à 10 mètres carrés près maintenant. On fait un document d'urbanisme. Donc on fait plus de maths que d'aménagement du territoire, mais c'est comme ça. Il faut faire avec. Donc après, l'enjeu, c'est où est-ce qu'on va répartir ces 2,5 hectares. Je ne l'ai pas évoqué, mais que ce soit les villages ou les hameaux, si nous avions été un peu à contre-courant des réglementations en vigueur, en disant si nous on veut absolument maintenir un hameau constructible, on aurait été obligé de calculer combien de logements il fallait en mettre dedans. Par exemple 10 logements, et donc ces 10 logements, ça aurait été en déduction de ce qu'on aurait pu faire autour du bourg. C'est-à-dire qu'autour du bourg, il n'y en aurait plus que 27 à faire, etc. Donc, plus on en met en densification, en résorption de la vacance, en dehors du bourg, moins il y en a en extension de notre zone agglomérée. Avant de vous montrer où sont situés ces 2,5 hectares, vous aviez une interrogation? Oui.
Est-ce qu'il est étudié la possibilité d'utiliser des superficies privées? Tout le monde a une maison avec, enfin tout le monde. Sur la commune, il y a beaucoup de maisons individuelles avec des jardins. Certains ont des grands jardins. Ils ont peut-être plus envie de conserver parce qu'ils en ont marre de temps. Donc, est-ce qu'il est étudié la possibilité de faciliter les divisions, de récupérer une partie de ce terrain, de proposer aux gens de vendre une partie de ce terrain pour qu'il soit constructible, ou même si deux terrains juxtants peuvent être, enfin deux morceaux de terrain peuvent être récupérés. Alors, si vous voulez, l'État va s'en occuper déjà. L'État va s'en occuper déjà. Donc en fait, nous aujourd'hui, c'était les fameuses zones bleues que vous avez vues tout à l'heure. Donc en fait, tout ce qui n'était pas construit actuellement ou qui était en réflexion, c'était de éventuellement les pointer pour montrer aux services de l'État qu'on avait fait le travail. Mais les services de l'État vont venir s'en occuper de toute façon, puisque si vous suivez un petit peu l'actualité là-dessus, ils veulent légiférer sur les fameuses trop grandes parcelles dans les bourgs et autres. J'ai assisté à des réunions de la vision de carte communale dans d'autres communes, justement pour voir comment ça se passait. Et effectivement, sauf que on ne peut pas contraindre aujourd'hui, dans le terme de la loi, quelqu'un à vendre. Donc ça sera possible, parce qu'en fait, ça ira dans le sens de ce que nous demande l'État, c'est-à-dire densifier effectivement les cœurs de bourg. Donc les personnes pourront toujours faire de la division de parcelles, ça n'est pas de souci. Mais c'est ça, c'est ce qu'on disait, c'est que nous, en revanche, on n'a aucune possibilité de faire des perspectives là-dessus, si ce n'est d'identifier ce qui est facilement identifiable, et après ça sera à chacun. Mais du fait d'être en zone productive, et c'est là l'atout de la carte communale, et c'est ce pourquoi nous on a fait ce choix de rester en carte communale, dans l'attente objectivement aussi de la PLUI éventuellement demain, parce que aujourd'hui, par la loi climat et résilience et la zéro artificialisation nette, bien évidemment, vous aurez compris que les EPCI, aujourd'hui, essayent de reprendre la main, parce que c'est plus facile de savoir ce qu'on va densifier, notamment en zone artisanale ou autre, à l'échelle communautaire qu'à l'échelle communale. Voilà. Donc nous, aujourd'hui, on a souhaité conserver cette carte communale aussi pour des termes de coûts, parce qu'un PLU à faire, c'est pas la même chose qu'une carte communale. Donc au moins, on reste en conformité avec les documents. On garde pas mal de possibilités à notre main, avec une zone constructible qui est définie dans ses largeurs, et à l'intérieur, avec encore à faire à peu près ce qu'on veut. Alors, juste pour préciser, tout dépend de l'endroit où on est situé sur la commune, pour répondre à votre question. Parce que si on est dans le bourg, en effet, on pourra toujours diviser ce terrain, on fait quasiment ce qu'on veut, quoi. Par contre, au-delà du trait jaune, en campagne, moi j'appelle ça en campagne, là, c'est comme dans la carte communale actuelle, on ne peut pas diviser les terrains. Ça restera, comme c'est le cas aujourd'hui, sauf exception, il y avait très peu d'endroits qui étaient possibles et qui ne le sont plus demain. Mais si votre question porte sur un lieu-dit qui est à 3 km du bourg, ce sera impossible de diviser, même si le terrain est très grand, on se dit, on n'impacte pas l'activité actuelle, non, ce sera pas possible quoi qu'il arrive. Par contre, dans le bourg, oui, c'est possible, mais juste pour finir, l'inconvénient, c'est la maîtrise du foncier. Et de nos jours, c'est important que la collectivité ait la maîtrise du foncier. Or, sur toutes ces parcelles-là, il n'y a aucune maîtrise du foncier, donc c'est au bon vouloir des administrés, en fait. Je posais cette question parce que M. le maire dit que l'État, avec la législation, bref, ça sera légiféré. Déjà, peut-être, il y a peut-être des propriétaires qui ne savent pas qu'ils peuvent vendre un morceau de leur terrain, ou qui aimeraient le faire mais qui n'y pensent pas. Peut-être proposer aux gens, voilà, si vous avez des terrains, votre terrain, si vous voulez le séparer d'une partie, faites-le nous savoir et on verra si c'est possible et si ça intéresse quelqu'un, et si c'est possible de vendre et que quelqu'un l'achète pour faire un business. C'est le principe de la réunion. Le proposer aux gens. C'est pour ça qu'on a fait cette réunion-là aujourd'hui. Pardon ? C'est pour ça qu'on a fait cette réunion-là aujourd'hui, puisque comme il vous l'a dit, c'est pas figé dans le marbre aujourd'hui, donc tous les retours et les échanges qu'on peut avoir justement, c'est pour aider à faire ce travail et de pouvoir permettre de définir encore mieux, parce que les services de l'État aujourd'hui, on les a toujours pas rencontrés. C'est-à-dire qu'on fait cette réunion-là publique en amont, c'est bien de vous dire voilà, quel est le diagnostic qu'on a fait, on vous présente les choses, s'il y a des gens qui ont des choses à nous faire remonter, bien évidemment c'est de nous les faire remonter, pour qu'on puisse demain justifier cette révision au niveau des services de l'État, parce que
effectivement, la réunion la plus compliquée, ça va être celle-ci, parce que, comme le disait M. Jaffray, c'est au mètre carré près. Alors, moi, j'ai assisté, je vous dis, dans d'autres communes, les services de l'État, ils vont jusqu'à dire, écoutez, parce qu'ils reviennent sur ce travail-là, et ils disent, bah, tiens, effectivement, là, cet endroit-là, vous avez pas défini de zone, cette maison-là, on peut la couper ici en mitoyenneté, parce que c'est aussi une des volontés qu'ils ont aujourd'hui, c'est de mettre quasiment toutes les parcelles en mitoyenneté. Donc ils vont dire, ben là, on peut faire une mitoyenneté, et là, vous avez 500 mètres carrés qui sont constructibles. Voilà. Donc c'est pour ça que je dis qu'ils vont s'en occuper, ne serait-ce que même dans le travail là, de la révision, ils vont revenir sur des choses qu'on a vues. Et là, nous, on leur dira, oui, mais comme on disait, c'est un propriétaire, il fait ce qu'il veut aussi aujourd'hui de sa propriété. Et quand je vous dis que, on va pas présager de demain, mais quand je vous dis qu'ils pourront s'occuper des gens, c'est que si demain ils décident de mettre un impôt sur du foncier non bâti différent que celui qui aura 1500 mètres carrés, par exemple, en plein bourg, et on dira, bah voilà, mais votre maison, on peut la mettre sur 700 mètres carrés, les 800 mètres restants, c'est constructible, donc en soi, c'est soit vous vendez, soit si vous ne vendez pas, ça sera imposé à tel pourcentage. Là, on ne va pas dans la même logique. Là. On pourrait arriver à ça. Voilà. Là, c'est dans la logique qu'on force les gens. C'est ce que je vous dis. Oui, non, mais. Moi, donc, c'est pour ça que ma question, c'était proposer aux gens, leur dire, voilà, il y a cette possibilité. Si exactement. Et ça, c'est les échanges d'aujourd'hui. En fait, nous, ça permet d'anticiper et de l'envisager. Demain, en revanche, parce que comme le disait M. Jaffray, on ne sait pas, le SCOT va être revu, les décrets et autres pour la loi climat et résilience avec la zéro artificialisation nette vont paraître des choses qui vont quand même évoluer d'ici là. Donc, on ne sait pas ce qu'on nous réserve demain. Donc, nous, notre carte communale, au moins, elle sera établie. On sera sur ces bases-là déjà définies. Donc, quand on déposera, par exemple, un permis d'aménager, ou quand quelqu'un déposera un permis de construire ou autre en préfecture, c'est le document de base, pour l'instant. Voilà. Donc si j'en reviens à nos 2,5 hectares, donc vous avez bien compris que l'idée c'est d'avoir la maîtrise du foncier, parce que si tout repose sur le particulier, et ben, s'il y a de la rétention foncière, si personne ne veut vendre, ce qui peut arriver, hein, et ben, du coup on se retrouve avec aucune possibilité de construire sur votre commune. Alors de ce fait, c'est logique, vous allez voir, hein, ce qui a été identifié, bah, c'est les tranches suivantes de votre lotissement. Le dernier lotissement communal qui a été fait ici, et donc les tranches suivantes, bah, c'est dans la continuité sud. Hein. Cette parcelle-là et celle-ci, qui étaient déjà constructibles dans la carte communale en vigueur, si je ne m'abuse. Voilà, c'est pas une révolution non plus, on s'est juste adapté aux réglementations en vigueur. Donc on ajoutera ce secteur-là à la zone constructible jaune que j'ai évoquée tout à l'heure, du bourg, hein, ce qui fait que quand on cumule les deux, eh ben, on aura une zone constructible qui va ressembler à ça. Donc ça veut dire quoi? Bah, la collectivité elle peut mener à bien ses projets de lotissement ici, et quiconque est propriétaire d'un terrain à l'intérieur de cette zone jaune bah, peut diviser, peut construire un nouveau logement à côté, ou peut continuer à y mettre des moutons, et prendre la pelouse sur 3000 m² si ça lui plaît. Mais ça reste une zone constructible quoi qu'il arrive. C'est binaire, hein, comme je vous le disais. Hein. C'est constructible dans le jaune, inconstructible dans le blanc. C'est aussi simple que ça. Au-delà de ce... Alors, aussi simple que ça. Il y a quand même des nuances, comme je vous avais dit en introduction. Au-delà de cette zone jaune, on pourra toujours étendre les logements existants, faire des extensions. Hein. On peut faire une extension avec un étage, on peut toujours faire un abri de jardin, on peut toujours faire une piscine, on peut toujours agrandir son logement. Ouais. Par la doctrine, ouais. C'est 30%, 30 mètres carrés. C'est une doctrine départementale. Ouais, c'est ça. Mais c'est une doctrine départementale qui peut évoluer au fil du temps. Pourquoi? Parce que quand on fait un PLU, on a un règlement qui est annexé aux zonages, qui dit clairement dans chaque zone ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Quand on est en carte communale comme vous aujourd'hui ou demain, c'est pas un règlement adapté que vous avez, mais c'est le RNU, ça s'appelle Règlement National d'Urbanisme, qui s'applique. C'est-à-dire c'est le code de l'urbanisme. Et le code de l'urbanisme, il dit simplement qu'on peut, les habitations peuvent faire l'objet d'extensions limitées. Limitées, qu'est-ce que ça veut dire? Donc là, c'est chaque préfet, en gros, qui a sa propre doctrine et qui définit ce qui est limité. Un département va dire c'est 50% de l'emprise au sol existante, un autre va dire 30%. Donc voilà, vous êtes dans cette catégorie-là, mais c'était déjà le cas dernièrement. On pourra également réhabiliter du bâti, hein. C'est-à-dire qu'un logement en campagne qui n'est plus habité depuis 50 ans, 60 ans, il pourra être retapé, il n'y a aucun problème, il n'y a aucune contrainte réglementaire d'un point de vue urbanisme. On peut toujours y mettre des habitants dedans. On pourra également faire ce qu'on appelle, ce que je vous ai dit tout à l'heure, les changements de destination. C'est-à-dire qu'une étable
dans lesquelles il n'y a plus d'activité agricole. Si cette bâtisse est en pierre ou en terre, c'est plus rare par chez vous, mais si elle a un cachet, elle fait partie du patrimoine local, il ne faut pas que ce soit du parpaing en gros. Si elle est en pierre, eh ben on peut faire une demande de changement de destination pour le transformer en logement. Alors le changement de destination, là, pour le coup, il est sous condition, parce qu'on crée un nouveau logement. Et l'une des conditions, la condition principale, c'est d'être à plus de 100 mètres d'une stabulation existante. Si on est à 10 mètres d'une étable avec des vaches ou des porcs, vous imaginez bien, pour la chambre d'agriculture, c'est un peu compliqué d'autoriser ça. Néanmoins, il y a toujours des exceptions en fonction du contexte, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut être au moins 100 mètres d'une activité agricole existante. Mais toutes ces possibilités, entre les logements vacants, les changements de destination, les réhabilitations, sans parler de construction nouvelle, vous avez un potentiel non négligeable en campagne malgré tout. Donc ça, c'était pour la thématique habitat. Dans une carte communale, on peut également définir des zones constructibles mais à vocation économique. De ce fait, on a interrogé un certain nombre d'actifs sur la commune. Je ne parle pas d'actifs agricoles, puisque les actifs agricoles, ils peuvent construire dans toute la zone en campagne. Mais c'est plutôt les autres activités. Et si ces actifs-là souhaitent agrandir leurs activités, ils doivent se manifester. Il y en a très peu qui se sont manifestés. Et nous, on définit une zone constructible à vocation économique uniquement. Donc ça veut dire que réglementairement, ça pourra se faire. Est-ce que ça se fera réellement? Ça, on n'en sait rien. Après, ça dépend du propriétaire des lieux. Exemple, il y a le domaine de Kervalon que vous connaissez tous, qui aujourd'hui, vous voyez, c'est la zone constructible, c'est ce qui apparaît en jaune là. Et donc, ils ont un projet d'extension de leur activité sur tout le périmètre qui est en rouge ici. Donc, nous, deux possibilités. Soit on dit dans le cadre de la carte communale, non, vous restez figé, vous ne vous développez pas, donc on ne définit pas de zone constructive en plus. Alors là, il faut l'argumenter auprès du porteur de projet. Soit on dit, ok, on définit une zone constructive, mais ce n'est valable que réglementairement, vous pouvez faire votre projet, mais derrière, c'est à vous de vous débrouiller pour être propriétaire des terrains dans un premier temps. Or là, si je prends cet exemple-là, le domaine de Kervalon ici, ils sont propriétaires uniquement de cette parcelle-là. La commune est propriétaire de cette parcelle boisée qui est juste ici. Et a priori, la partie sud ici, ce sont des parcelles privées, ça n'appartient pas ici. Voilà, c'est en cours de négociation a priori. Voilà. Donc ça veut dire que nous, on va définir une zone constructive, on a dit OK pour qu'il s'étende, et derrière, c'est à lui de faire en sorte qu'il ait des acquisitions foncières et qu'il puisse développer son périmètre. Donc encore une fois, on va définir une zone constructive, ne soyez pas étonnés si dans 10 ans, ça se trouve, il n'y a rien de construit dessus, ça peut arriver. Néanmoins, le principe c'est ça, c'est de donner la possibilité. Voilà, on donne la possibilité réglementairement. Néanmoins, ce qu'il faut savoir, c'est que cette zone-là, c'est quand même 5,6 hectares. Sauf que les services de l'État, eux, considèrent que c'est de la consommation d'espace agricole, naturel, forestière. Je suis dit sur sur le compte de la commune. Or, je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait le droit de consommer 5,9 hectares. On en fait déjà 2,5 rien que pour l'habitat. Donc ça veut dire que, là on va se poser la question, est-ce que c'est normal qu'on réglemente ou qu'on calcule à l'échelle de carreaux, alors que cette activité-là, elle a un rayonnement qui est à l'échelle intercommunale, voire un petit peu plus, quoi. En gros, est-ce que c'est la commune de Carreau qui va être pénalisée, alors que la compétence tourisme, on va dire, c'est votre intercommunalité. Et c'est là qu'on voit arriver ce que je vous parlais tout à l'heure, c'est le cas du PLUI, de l'Interco. Pourquoi? Parce que la compétence tourisme aujourd'hui, elle est communautaire, elle est aussi en partie régionale. Donc en fait, on entend parler de consommation en fait, pour des projets dimensionnés. Donc après dimensionnés, aujourd'hui on n'est que sur la partie État, les énergies renouvelables et autres. Mais nous, moi, au niveau de la communauté de communes, le principe c'est ça, c'est voilà, dire ces espaces-là, s'ils sont artificialisés, ça ne doit pas être pris sur le compte de la commune. Mais de l'interco, nous. Après, est-ce qu'il faut pour autant dire non aux porteurs de projet? C'est quand même rude, parce que c'est une activité qui génère un peu d'emploi, qui est attractive pour le territoire. Donc voilà, on est coincé entre ces nouvelles réglementations et puis la réalité des choses. C'est pour ça que nous, on va proposer, on va voir ce que les services de l'État vont dire. Oui. Et puis, on trouve qu'ils voient grand quand même, surtout qu'il y a la moitié de boisé. Alors, mais ça ne veut pas dire de déboiser, justement. Oui, mettre en zone constructive, ça ne veut pas dire que ça sera rasé pour mettre des mobilhomes, par exemple. Ça peut même si c'est que des chemins
de réaliser avec un parcours santé ou j'en sais rien, ce qu'ils souhaitent faire, ou même sur des petits espaces non boisés, des structures démontables. Peu importe, ça sera considéré comme de la consommation d'espace malgré tout, même s'il fait que des petits cheminements. Donc après, quel est son projet alors, pour tout vous dire, hein, une fois que c'est des zones constructibles, derrière, c'est privé, il n'y a pas de règlement, donc la maîtrise communale, elle est nulle. Donc on ne peut pas maîtriser ce qu'il fait derrière. Il va dépendre d'autres réglementations pour la création d'habitats légers, par exemple, pour du loisir. C'est d'autres codes, hein, c'est pas le code de l'urbanisme. Mais là, j'ai envie de dire, la mairie, elle n'aura plus la main dessus, elle ne pourra pas faire grand-chose. Donc, c'est peut-être grand, mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'a priori, en tout cas, c'est le projet initial, c'est que c'est loin d'être urbanisé sur l'intégralité du projet. Si vous prenez la partie précédente, Oui. par exemple, tout n'est pas aujourd'hui. Déjà, nous, elle n'est pas couverte. Voilà. C'est ça que ça Il y a des en train de parties faire. boisées dedans aussi. Ouais, c'est ça. Oui. En fait, elle veut préserver ça. Là, nous, en fait, ce qu'on lui a demandé à l'état d'aujourd'hui, dans le cadre de la discussion, ce que je disais, c'est déjà quelle est la zone sur laquelle il compte s'étendre. Voilà. Ça veut pas dire que ce sera la zone constructible non plus retenue. Par exemple, la partie boisée pourra être exclue en disant voilà, la zone d'extension de l'activité, c'est celle-ci, d'accord, mais la zone constructible, on la stoppe là. On réduira, en gros, c'est une base de négociation derrière, hein, pour que tout le monde puisse argumenter, l'État, lui, et puis la commune. Vous avez évoqué le fait que les friches EDF, Il y a des... pas arracher des haies, ou des arbres, demander l'autorisation à la campagne. Oui. Donc vous pouvez aussi demander à ce que Mais ça c'est Exactement. classé. Ouais. Ça, aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, par rapport au classement et à la préservation, Ouais. ces espaces-là, ils sont déjà comptés. Donc vous avez raison, demain, même si je ne l'ai pas précisé, c'est dans la zone constructive pour l'intégralité, s'il veut supprimer un arbre ou une haie, il sera obligé de faire une demande, et la commune pourra toujours refuser. Là, vous avez Exactement, ou replanter, mais la compensation, on sait que c'est pas toujours fiable, parce qu'on enlève un chêne qui a 300 ans, si c'est pas en voilà, la derrière. compensation, c'est pas ça. Le compenser, c'est de tomber avant, et non. Quand on veut couper quelque chose, c'est 40 ans avant. La vraie compensation, théoriquement, c'est ça. En revanche, pour revenir sur les haies, il y a une annonce qui a été faite cette semaine de l'État. C'est un plan pour 2024, 210 millions d'euros pour justement planter des haies. Alors, il y a une autre activité qui serait susceptible de se développer, c'est Bretagne Staff Diffusion, c'est sur la route Pleuhermel-Lagacy, vous connaissez tous, hein, qui est à l'angle de la RD qui est juste ici. Voilà, donc il a son entreprise qui est ici, on a défini une zone constructive qui apparaîtrait en rouge ici, donc on a exclu les boisements pour le coup, et on a exclu, il y a une marge de recul par rapport à la route départementale, 35 mètres de mémoire, mais à confirmer. Donc voilà, s'il veut construire de nouveaux bâtiments, bah, ce sera soit ici, soit derrière, peu importe, ça lui laisse une petite marge de manœuvre. Il y a 3700 mètres carrés au total, mais si on enlève son bâtiment et puis les reliquats compliqués, on va dire qu'il a un peu moins de 2000 mètres carrés réellement constructibles. Donc voilà, c'est une autre entreprise qui s'est manifestée et on va proposer cette zone constructive pour lui. Donc si je récapitule, hein, vous avez toute votre commune qui apparaît ici, avec uniquement deux types de zones constructibles. Le bourg, avec le zoom ici, j'allais dire le camping, mais c'est le domaine de Carvalho qui apparaît juste ici. Donc c'est un zonage spécifique. Hein. Et puis nous avons notre petite entreprise qui est quelque part par là. Voilà, qui est en limite vraiment communale. De Pleuhermel. En limite de Pleuhermel. Toutes les deux. Voilà. Donc tout le reste, ce qui est en blanc, c'est notre fameuse zone non constructible, mais qui autorise toujours des choses. C'est compliqué le code de l'urbanisme. Hein. On dit non, mais c'est oui en fait. C'est souvent ça, non, mais oui sous condition. C'est toujours comme ça. Donc c'est non, on ne construit pas, mais oui sous condition, les bâtiments agricoles, les équipements publics, les extensions, les annexes, etc. Et toute dernière image avant de vous donner la parole, c'est la cartographie des éléments qui peuvent être préservés, que ce soit des éléments naturels ou des éléments bâtis. À savoir, j'ai évoqué les haies, les boisements, les landes, mais également le petit patrimoine. Le petit patrimoine, vous voyez, c'est dans le PLU, sinon je ne vais pas dire le PLU, parce que je fais 90% de PLU et 10% de carte communale, c'est peut-être pour ça. Dans votre carte communale, les petits points rouges ici, c'est déjà les éléments du patrimoine qui sont préservés, c'est des croix de chemin, voilà, on peut avoir des puits, des choses comme ça. Donc ça veut dire quoi? C'est quiconque souhaite supprimer ces éléments-là,
la personne doit obligatoirement déposer un permis de démolir en mairie. Bon, l'idée, c'est de les préserver quand même, hein. C'est le patrimoine de la commune, il faut les préserver pour les générations à venir. Donc il y avait quelques éléments d'identifier. Les élus ont refait le travail, et donc on arrive maintenant à 70 éléments au total, alors qu'on en avait une vingtaine au préalable. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup plus d'éléments qui ont été identifiés, plus de croix, plus même des murs en pierre, ça peut être tout ce qui est fait de la main de l'homme en fait. Et puis on a tous les boisements aussi, les haies. Voilà, tous ces éléments-là sont préservés. Donc permis de démolir pour le patrimoine bâti et déclaration préalable pour les boisements et les haies, avec compensation éventuelle. En cas de suppression, encore une fois suppression et non entretien courant. Même en cas de tempête, les bois, l'arbre qui est comme ça, on peut l'enlever sans autorisation, bien évidemment. C'est vraiment si on souhaite supprimer un de ces éléments-là. Suite de la procédure, comme disait monsieur le maire, on va faire une réunion avec ce qu'on appelle les personnes publiques associées, services de l'État avec ses chambres consulaires, etc. Par la suite, on va leur transmettre officiellement le dossier pour consultation, donc ça prend un petit peu de temps. Ils ont allez, 2-3 mois, on va dire, c'est 2 mois souvent pour passer tout ça à la moulinette et regarder ce qu'il en est. Et ensuite, il y aura une enquête publique pour voir le dossier définitif, entre guillemets. Donc vous aurez l'occasion de venir voir le dossier, venez le voir, un commissaire enquêteur, le ou la, aura 2 ou 3 permanences pendant 1 mois. Et il aura 1 mois après pour faire son rapport. Et une fois qu'on aura son rapport, on pourra de nouveau faire des petits ajustements en fonction de l'enquête publique. Et une fois que ça sera fait, on pourra approuver la carte communale. Donc tout ça pour vous dire que la phase qui nous vient, là, c'est une phase administrative en cours. Il faut compter quasiment 6 mois de phase administrative, où il y aura très peu de réunions en mairie, mais voilà, ce sont des échanges entre les différents services et la commune. Donc pendant ces 6 mois-là, c'est toujours votre carte communale qui s'applique. Donc si vous avez un projet, c'est la carte communale en vigueur qui est applicable. Du coup, il faut se reporter à ce document-là. Voilà, est-ce que vous avez des interrogations, des points sur lesquels vous souhaitez revenir? À moins que ce soit très clair. Dans les petits patrimoines, vous avez dit la loi. Si tu as. Même il y a aussi Donc l'idée de l'enquête publique, c'est aussi d'ajuster. C'est s'il y a des oublis qui peuvent arriver, vous pouvez participer en disant on a oublié une fontaine là, un lavoir là, un four à pain, voilà, les éléments là. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que si c'est pas reporté, donc si c'est pas protégé, demain le propriétaire il met un coup de bulldozer dedans, vous pouvez absolument rien dire. C'est catastrophique. J'ai vu au nord du département quelqu'un qui avait du côté de Cléguérec, Saint-Brigitte, enfin dans ce secteur-là, limite du département, des beaux fours à pain, c'est des élus qui faisaient ça, partis pour faire une clôture en pierre. C'est quand même malheureux, quoi. C'est de la technique, faire un four à pain, ça se fait pas comme ça. Ça demande beaucoup d'expérience, de transmission de génération en génération. Si c'est pour faire une clôture, pour pas que le chien saute par-dessus, c'est quand même dommage, quoi. Donc il faut préserver ces éléments-là. Ça ne veut pas dire que même s'il est préservé, demain il n'y aura pas un coup de bulldozer dedans. Ça veut simplement dire que s'il est préservé et qu'il y a un coup de bulldozer, c'est sanction administrative. Donc ça veut dire une amende et puis obligation de remettre en état comment avoir ce qui a été démoli. Mais au moins on peut faire quelque chose, sinon on ne peut rien faire. Ouais, je pense. Sur le bien privé. Alors, c'est à 99% du temps, c'est privé. Ouais, c'est du privé. Ouais. Oui. Dans le même sujet, quoi. On a une croix, justement, nous, qui est classée. Et puis pour ça, ça empêche quand même pas mal de choses sur le bourg. Alors, c'est un périmètre, c'est différent. Là, on parle de monuments historiques. Oui. Mais là, nous, ce qu'on identifie, c'est le patrimoine vernaculaire, on appelle ça le petit patrimoine. Oui, Donc oui. ça génère aucune covisibilité, aucune contrainte, entre guillemets, sur les constructions avoisinantes. Non, mais je suis d'accord qu'il faut le préserver, d'ailleurs. Ouais. Bon, il y a des gens qui m'interpellent. Après, Moi, pour les monuments historiques... je suis un ancien maire, alors c'est pour ça qu'on m'interpelle encore sur certains. Sur certains. Mais ça n'empêche pas grand-chose, Roger, parce que la zone est quand même restreinte vis-à-vis du Oui. bourg, par exemple. Si on prend le Lion d'Or, il est par exemple pas concerné. Donc,
à 70 centimes près. Mais voilà, donc ça Non, va être mais- juste. Non, mais c'était pour voir la différence Ouais. entre le petit patrimoine et celui qui est classé. Et celui qui est- Ah oui, Celui voilà. qui est classé, il n'est pas plus beau ni plus Ah non, non, accessible. ah non, non. Il Non. était sur la patte doigt d'une route. Avant, avec mon prédécesseur, il a été déplacé un petit peu. Il est maintenant sur un périmètre privé. Ah ouais, ça c'est Mais classé. Je vous en- déclassé et il génère un périmètre. L'architecte des bâtiments. Mais France, ça veut dire il- que 500 mètres, à 500 mètres de là, les gens n'avaient pas le droit de faire ceci, cela. Ah oui, plus que ça. C'est pour ça que là, on ne parle pas de patrimoine classé, mais protégé en fait. Oui. Parce que c'est quand même différent. Mais oui, mais Ça n'empêche pas de construire autour. à la limite, on demanderait à ce qu'il soit déclassé. Ah, c'est plus compliqué. C'est pas de votre rapport. Non, par contre, ce qui peut être fait, c'est des PDA, ça s'appelle périmètre. Alors comment? Parce que ça change tous les ans, ça. Des périmètres délimités des abords. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un périmètre de 500 mètres, Oui. on peut faire une étude pour ajuster le périmètre Ah oui. aux co-visibilités directes. Qui serait à une centaine de mètres, ça ne gênerait personne. Voilà, des fois c'est réduit de 100 mètres, mais attention, des fois ça peut être à plus de 500 mètres, parce que ça dépend du contexte local. Mais de surcroît, vous aurez compris que par rapport à ce qui se présage à venir, aujourd'hui, il ne gêne plus grand-chose, puisque c'est pas par là qu'on détendra par exemple toujours. Non, mais bon, il y a d'autres questions sans doute. Il ne faut pas rester là-dessus, mais bon, c'est à voir. Vous n'avez pas évoqué les zones à risque. Alors les zones à risque, on a fait, on a pris en compte normalement tout ce qui est zone inondable, le retrait gonflement des argiles, alors on appelle ça les SIS, c'est les secteurs d'information sur les sols, c'est quand il y a des déchets enfouis. Donc on a pris en compte ces éléments-là quand on avait l'information. Et les conduites de gaz. Alors c'est une servitude, conduite de gaz, donc ça rend... Oui, mais la problématique, c'est que s'il y a des travaux qui sont faits à proximité, je considérais qu'il y a des déclarations. Ah oui, 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 oui. Ah oui, oui. C'est obligatoire, ça, c'est le. Ah oui, non, non, elles sont géoréférencées maintenant. Ouais, voilà. Ouais. C'est pas inconstructible, mais en effet, c'est géoréférencé. Il y a des règles pour construire aux abords. Une question là, par rapport au village, si je comprends bien, le village c'est assez pilier. Pourtant, le travail est fait. Est-ce qu'on peut voir quand même, est-ce que c'est un village qui est dans le Alors, parce que ça affiche quand même du village et on ne perdrait pas forcément sur place. non, je suis complètement d'accord avec ça, surtout qu'en plus, au du Morbihan a accordé l'ensemble de ces dents creuses et autres, Par contre, notre jardin à nous, il des alimentations en eau. Donc en soi, la volonté, par exemple, de la commune, ça aurait été de garder, on prend dans un village deux maisons avec une parcelle entre les deux, par exemple, ça aurait été de la garder constructive. Sauf qu'en soi, aujourd'hui, même par rapport aux documents, c'est-à-dire que le SCOT, parce qu'on est obligé de se fier par rapport aux documents de l'urbanisme existant, le SCOT l'interdit aujourd'hui. Voilà. Donc en fait, nous, on ne peut pas le préserver dans la carte communale, alors que le SCOT, en fait, il l'interdit déjà lui-même. C'est une question qu'on pose. Ah ouais, ah, mais bien sûr, il faut la poser. Est-ce que ça peut pas remonter en plusieurs? C'est logique quand même. Ah, c'est... Non, mais c'est une ouais. question. Non, mais, Même s'il dit non. Ah ouais, Mais si on est 50 à dire non. non, mais vous trouvez 10 000 à dire non, c'est un sujet qu'on voit depuis 2015 en fait. même si c'est filmé, on est quand même entre nous. Ce que je dis, non, parce que en soi, c'est. Parce que moi, je rejoins totalement ce raisonnement, hein, parce qu'ils viennent dans la même chose. Moi, aux gens de la DGTM, parce que c'est eux qui viennent tout simplement, quand j'ai assisté à une des réunions, je leur ai dit, voilà, vous prévoyez le couchage quand vous allez venir faire parce que ça va être compliqué. Pourquoi? Parce que moi, je le conçois de la même façon. Maintenant, eux n'entendent pas du tout. C'est-à-dire que là-dessus, ils sont fermes et on n'aura malheureusement jamais gain de cause, c'est-à-dire que ça n'empêchera pas de leur dire. Voilà, regardez ici et là, et c'est aberrant. Ils diront oui, mais c'est comme ça. C'est pour ça que je vous dis, ce que j'ai dit en introduction, c'est que le législateur a mis la même règle qu'on soit dans la plaine de Caen ou qu'on soit en Morbihan, on a une organisation complètement différente. Ou dans les Alpes.
ou dans les Alpes, c'est la même chose. Donc, alors, elles changent, mais elles vont pas du tout dans ce sens-là. Elles vont dans le sens contraire. Mais je comprends, mais c'est un débat qui existe depuis au moins 2015. Et il y avait une association, les Plumets, je ne sais pas si vous avez entendu parler, qui était née dans le Morbihan, qui était remontée à l'échelle nationale, justement, pour faciliter la construction dans les villages et les hameaux. Et figurez-vous qu'ils ont eu gain de cause, mais uniquement sur le littoral. C'est ce que j'allais dire. Donc ça, c'est une aberration, c'est complètement fou. Hein. Mais sur le littoral, on a le droit. Et sur les autres, c'est débrouillez-vous pour que ça n'arrive jamais. Donc en gros, on a 6 mois pour déposer des permis de construire en campagne. Alors, dans les zones constructives de la campagne, ce qui est sur notre commune, il n'y a pas tant que ça. Il y en a encore. Non, mais où ça reste, donc là, on a 6 mois pour le faire. Vous avez le droit encore, ouais. C'est ce que je disais, jusqu'à l'approbation de la future carte. Ça fait 3 ans qu'on le dit. Hein. Non, mais- On le dit à qui veut l'entendre. On dit voilà, ceux qui ont aujourd'hui des parcelles qui ne sont pas encore en zone constructible, c'est. Voilà. C'est quand On est même. vraiment dans les derniers instants. C'est presque depuis 2015, et quand vous avez commencé la première révision de la carte com, ça avait dû déjà être dit que ça sentait la fin, quoi. Sauf qu'ils ont arrêté l'étude, mais la règle n'a fait que se durcir depuis. Mais ça laisse des possibilités, déjà, la vacance des logements. Il faut que les gens retapent ce qui existe, et les changements de destination. C'était ma deuxième question aussi. Je pense que les endroits se vident, parce que la agriculture, tout le monde sait qu'une maison neuve coûte moins cher. Exactement. Ah, mais on sait tout ça, hein. C'est exactement ça. Alors, est-ce que, dans ça, nous, comme à un moment donné, les domaines d'arrive, est-ce qu'ils ont un plan pour nous aider à Oulala. Oulala. Alors, mais Vous pouvez demander. Exactement. Alors, Il a déjà soulevé un vrai problème. non, pour tout vous dire, C'est une aberration. le législateur ne veut plus qu'on consomme d'espaces agricoles, naturels et forestiers, mais ne fait rien pour que l'on facilite la réhabilitation des logements existants. Donc c'est que des leviers financiers en fait l'enjeu. Mais c'est une inadéquation entre la règle et puis la réalité du terrain. C'est pas compatible pour l'instant. Il y a toujours un petit décalage dans le temps. On espère que ça va se régler, quoi. Ils ont conscience que ça a eu l'effet inverse, hein, la loi qu'ils vont prendre en logement. Ils vont accélérer le logement adjacent. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va se retrouver avec des gens qui vont continuer à louer et éventuellement même aujourd'hui sans aide, parce que ce qui va se passer avec ces fameux logements-là, c'est que les gens vont les avoir déclarés G, G+, ceux actuellement, ils ne vont plus avoir le droit à la CAF, à la PL ou autre, à l'imposette, parce qu'ils leur diront maintenant, mais nous, vous ne pas payer, vous n'avez pas le droit de louer dans un logement de ce type. Les gens, est-ce qu'ils peuvent partir? Est-ce qu'ils auront à la place aujourd'hui? En fait, on est en forte tension dans le département. On nous demande de produire du logement et de les enfiler. Mais en soi, aujourd'hui, on diminue les capacités de logement. Soit des empilés, soit des réhabilités. Il faut avoir les moyens. Exactement. Ouais. Et dans les conditions, parce que ce que disait M. Jaffray, c'est ça, c'est que quand on veut réhabiliter de l'existant, il y a des conditions, il y a des normes, il y a... Aujourd'hui, une grange que vous voulez réhabiliter en logement, on passe en Il y a beaucoup de contraintes qui s'entrecroisent. Si on prend le contexte un petit peu plus récent, il y a même les taux d'intérêt qui explosent. Et du coup, voilà, il y a même plus de financement. Donc, Bon, je vais vous poser la question. On parle souvent des dents creuses. Alors la dent creuse dans le bourg, vous voyez où elle est, quoi? C'est les bâtiments d'élevage Frapsos, quoi. Par exemple, on en a parlé, hein, en fait, pour tout vous dire, moi j'en ai parlé avec M. Jaffray. ouais, c'est vrai. Voilà. Donc cela, on avait pensé de mettre une ligne, Oui, sauf que si on tire une ligne, oui. bah, on réduit... En fait, il faut qu'on justifie encore d'autant plus de logement. Oui, mais là, c'est Oui, mais c'est intégré. Pourquoi on fait des nouveaux lotissements, Prendre des la- grands terrains en bas? Prendre la terre agricole pour en laisser d'autres en plein bourg. C'est, oui, voilà. Ouais. Non mais là c'est aussi de... Alors là c'est du bâtiment agricole, Oui, oui. pour le coup, donc on parlait tout à l'heure de... Il n'y a rien, il n'y a plus rien dedans. On
On parlait de changement de destination tout à l'heure. Oui. Donc l'avantage, c'est que quel est le but de l'intégrer aujourd'hui Oui. dans du constructible, Oui. alors que sur ce type de bâti, on peut faire du changement de destination. Non, c'est pas. Ouais, non, mais il est construit, en fait, là il est loti, c'est du bâtiment existant. Si c'est vendu demain, ça a été le cas, si je continue sur la C1, l'ancienne casse, c'est un changement de destination. Oui. C'est pas de la pierre non plus. Hein. Non, mais il y a une ligne C'est qui passé va- il y d'un a- bâtiment Il y avait une habitation dedans. Parce que le terrain qui est à côté est en blanc, il n'a rien à Ouais. voir maintenant, il n'y a plus de bêtes, il n'y a plus rien. Alors, C'est il est bien, il est empêché à cause que ça c'était classé. voilà. Alors juste, je vous Agricole. explique. Hein. Si on intègre cette parcelle-là, par exemple. on peut l'intégrer, ce sera au détriment de l'équivalent ici. C'est un balancier en fait. Hein. Donc là, c'est un choix après. Donc, il y a justement l'enquête publique qui est là aussi pour dire bah, pourquoi on ne va pas là plutôt que là. Donc le commissaire enquêteur se prononcera et puis on se dira bah oui, peut-être plutôt là que là. Mais après, c'est peut-être plus facile pour la commune Bah de oui. lotir là que là. Pour X raisons. Hein. Il y a déjà le- Voilà. Et puis après, si on met la zone constructible sur le bâtiment là, on doit prévoir autant de logements que la surface qui est définie. Or, est-ce qu'on est sûr que ça sera démoli dans la décennie à venir? Il y a Ouais. peut-être de l'amiante, il y a peut-être qui va financer, Ouais. donc ça pose de réels problèmes. Donc quand on veut jouer la sécurité, eh ben on détourne en se disant bah, ce sera au prochain coup, parce qu'on n'est pas sûr que ça se fasse dans la décennie à venir, et puis ben, on met plutôt ce qui nous paraît le plus simple pour l'instant. C'est pas parfait, loin de là, hein, mais c'est peut-être, on se garantit l'accueil de nouveaux logements. Mais après, encore une fois, il y a l'enquête publique qui est là pour qu'on échange. C'est l'heure, parce qu'en fait, cette partie-là n'était c'est pas ça, c'est que cette partie-là n'était déjà pas dans la zone constructible. Non, Aussi, à historiquement, cause, à cause du bâtiment. c'était déjà on pas peut dans le donner le constructible, valeur. donc en fait, on n'a pas été rajouté du constructible là où il n'y en avait pas. Non, mais quand on voit Là, la on parlait de la forme, maîtrise du foncier, au sud, c'est parce que c'est la commune qui est propriétaire de ces parcelles-là. Donc la commune sait ce qu'elle peut le faire avec. Dans la partie privée, on ne peut aucunement maîtriser ce que le privé décidera de faire. Donc aujourd'hui, c'était non constructible, donc on ne l'a pas rajouté en constructible. Ça veut pas dire le prochain coup. Si vous prenez la partie sud, c'est pareil, il y avait cette bande ici qui était en zone constructible. Aujourd'hui, ça a été retiré. Ça a été retiré pourquoi? Parce qu'il n'y a pas forcément de projet aujourd'hui. En revanche, on parlait tout à l'heure, comme vous le disiez, si les personnes qui sont propriétaires dans les 6 mois qui viennent décident de faire un lotissement, Non, je ne le ferai pas. Non. et donc de déposer un permis d'aménager et de lotir toute cette tranche-là, parce qu'en fait, ça a sa cohérence aussi, c'est que quand vous regardez par rapport aux parcelles communales donc au sud, aujourd'hui, en termes de projection, c'est-à-dire si on nous avait laissé la maîtrise du foncier comme on comptait le faire, en disant bah, pour ces 10 années-là, c'est ici, mais pour les 10 prochaines, on les envisagera là, donc à la limite, on achète. Moi, aujourd'hui, j'ai rencontré les propriétaires, on en a discuté, je ne vais pas leur dire je vous achète au prix de la terre agricole pendant 10 ans la parcelle constructible, ou alors leur dire aujourd'hui, eh ben, on vous l'achète en constructible quand même, parce que dans 10 ans on la remettra peut-être, en montrant aux gens que ça passe en agricole. On est tous aujourd'hui, je dirais dans la salle, plus ou moins propriétaires et autres, et avec des valeurs de biens. Il y a un moment donné, les uns comme les autres, on a dit, ben, attendez, qu'est-ce qu'ils font enfin, c'est pas cohérent. Ils achètent une terre au prix du constructible, mais ils la enlèvent. Ah oui, mais dans 10 ans, on va la remettre. Ah oui, mais qu'est-ce qui vous le garantit? Ben, on ne sait pas. Et donc, sinon, on va dire, bah, écoutez, comme on l'enlève, on vous l'achète au prix de l'agricole, et dans 10 ans, les gens vont s'apercevoir qu'en fait, la mairie la repasse en constructible. Moi, je travaille la franchise et l'honnêteté depuis le départ. Bah, je leur ai dit, bah, pour l'instant, on ne se projette pas sur ces parcelles-là. Voilà. Donc ça veut dire, si je vous suis bien, le jour où tout est rempli, là, Ouais. que dans des terrains, Ouais. donc l'hectare est à droite et à gauche aussi. Ouais. Donc le projet, c'est d'aller vers là. Quoi. Non. C'est la peur. Dans les 10 prochaines années, 50% de ces 10 années passées, dans les 10 suivantes, Ouais, mais là, bah, Ah oui, c'est c'est de faire quoi? Dans les 10 années suivantes, c'est quoi? C'est d'empiler. C'est de faire zéro. C'est de faire zéro. pour empiler tout bien. C'est-à-dire que là, en fait, là, vous avez le propriétaire de l'hectare d'à côté. Pourquoi? En fait, c'était le principe de pouvoir raccorder la station. Voilà, exactement. C'était là aussi maîtrise du foncier, c'était de pouvoir être propriétaire pour ne pas avoir tout simplement une servitude. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on loue la parcelle en agricole, mais on sait que ça passe dedans, on maîtrise cette partie-là. C'est-à-dire que nous, on a nos réseaux,
Ouais, mais si ça va plus vite que ce que vous prévoyez, par exemple, en construction, Ouais. en admettant que leur Vous faire avez le droit de réviser de nouveau la carte communale. Dans 7 ans, vous avez le droit de refaire ça. Dans 10 ans, il y en a qui Mais après, on est incapable de vous dire la règle qui sera en vigueur dans 7 ans, ça évolue tellement vite que vous aurez le droit peut-être à encore un hectare comme zéro. Vous n'en savez rien. En fait, aujourd'hui, ce qui est demandé au niveau des élus, c'est d'avoir l'hectare. Oui. C'est d'avoir l'hectare, quand même sous le coup. bah, voilà, un hectare garanti d'évolution, parce que derrière c'est les écoles, derrière c'est les services et autres. Bah, voilà, demain, si on n'est pas capable d'accueillir, Monsieur à la fille Martin Gauthier, il n'y a rien. Ils sont plus là. Oui. C'est ce que je disais, on se projette sur 10 ans. Néanmoins, la carte communale va peut-être durer, si vous en avez 15 ans, mais peut-être 7 ans, 6 ans. Si ça va plus vite que prévu, tant mieux pour vous, bah, pour réviser et définissez de nouvelles zones on constructives. est à droite, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que vous avez parlé tout à l'heure, 100 mètres. Les 5 qui sont toutes seules. Donc à droite, à l'est, là-bas, sur le coup là-bas, ici, là, voilà. Ici, il y a un élevage. Donc à 100 mètres, Oui, oui, il est constructif. c'est niette. Pour les nuisances, pour tout ce qu'on veut. Donc ce ne sera pas par là, l'extension. Dans 30, 20, 30 ans, ça sera peut-être ici, ça sera peut-être ici, ça sera peut-être certainement pour avoir une cohérence ici. Ah, mais la logique, ça veut, c'est quand même d'aller, malgré tout, par rapport au réseau tout à l'heure. Si, c'est froid. Ouais, mais ils sont raccordés ceux-là, là-haut. Ici, vous avez du réseau jusqu'ici. Ouais, mais tout en haut. Bah là, on va être sur un autre. Alors, pareil, on va être sur un autre versant. Donc, ça veut dire que si on veut raccorder tout à l'égout, ça veut dire prendre de l'élevage. Les investissements supplémentaires et autres. Donc, voilà. Mais je vous dis, de toute façon, le principe, la volonté aujourd'hui de l'État, c'est pas une expansion des bourgs. Voilà. Donc, de toute façon, ce qu'on demandera demain en expansion, il faut se dire qu'il y a de fortes chances qu'on nous dise non. Là, aujourd'hui, on nous dit quelles sont vos capacités, qu'est-ce que vous voulez faire, on nous écoute encore un petit peu. Demain, c'est ce que je disais tout à l'heure, ils sont capables de nous dire, mais non, mais là, en fait, vous allez définir là, vous allez voir les propriétaires et vous leur dites de vendre. Mais d'ici 10 ans, il y aura des maisons à vendre dans le bourg. Vous avez des petites zones. Alors, ce qu'on a, déjà, Vous avez des petites zones grises à droite et gauche, dans le groupe. Oui. Ça correspond. Tout ça. On regarde sur la carte. Les petits bâtiments gris, là Oui. En fait, c'est le cadastre qui définit des bâtiments durs et légers. En fait, c'est les bâtiments en tôle et les bâtiments en parpaing, enfin, pour faire simple. Hein. C'est juste le cadastre des impôts qui classe différemment le bâti. En gros, c'est des hangars ou des abris de jardin. Ça doit avoir une incidence après sur les impôts, j'en sais rien. C'est le cadastre en tout cas. Mais c'est pas, pour nous, ça n'a aucune incidence. Aussi, quand même partout des Donc, oui. elle est grise. Voilà, la procédure n'est pas terminée, hein. Comme je vous dis, on va consulter les personnes publiques associées, après il y aura une enquête publique. J'insiste, hein, mais le commissaire, déjà la commune le paye, hein. Donc il faut l'occuper, hein. N'hésitez pas à venir. Voilà, c'est le but, hein, parce que après ce sera trop tard. Le principe là, c'était de vous donner l'information, d'échanger, de voir les choses qui seraient éventuellement, et l'enquête va être là pour derrière définir et régler les détails. Ce que vous disiez tout à l'heure, hein, les dents creuses dans les villages ou autres, vous pouvez toujours le revendiquer au moment de l'enquête publique, mais le résultat il est. Alors l'enquête publique, si on fait un rétro-planning, le mois prochain sera bien pour les services de l'État. Après, on doit consulter ce qu'on appelle la NRAE chez l'autorité environnementale, c'est 2 mois de consultation. Et eux, ils vont nous dire si on doit faire une évaluation environnementale. Si on doit faire une évaluation environnementale, c'est un dossier en plus pour justifier la justification. Voilà, ça. Hein. Et donc, ensuite, il y aura une autre consultation, non pas de la NRAE, mais des autres personnes publiques associées, donc le préfet, chambre d'agriculture. Et là, il y a 2 mois de consultation en plus. Donc ça veut dire l'enquête publique, 1, 2, 3, 4, c'est 5-6 mois, au mieux. Ouais.
Donc on arrivera rapidement fin du printemps, début de l'été. Et l'idée, ce serait, si on peut l'approuver avant l'été, avant les vacances, les grandes vacances, ce serait l'idéal. C'est-à-dire qu'on n'aurait pas d'études en plus à faire. Non mais ça a un coût et tout, c'est fastidieux. Voilà, autant échapper à ce genre d'études. Pour l'évaluation environnementale, c'est si jamais la MRAE considère qu'on impacte trop l'environnement. C'est un peu subjectif, mais souvent ils regardent est-ce que la station d'épuration est en capacité à assainir les nouveaux habitants, est-ce qu'on n'est pas près de zones humides ou de cours d'eau, est-ce que voilà, c'est ce genre de choses qu'ils vont regarder de près. Est-ce que le pluvial, il y a de gros problèmes sur votre commune comme les Trois par exemple, ou l'inondation. Voilà, c'est des choses comme ça qu'ils vont regarder. Mais il est mieux placé, il est plus près. J'ai bon espoir qu'il y en ait. Il y a des zones de captage. Mais bon, la logique chez nous. Le périmètre de captage, j'ai pas ça en tête, j'ai pas regardé toutes les servitudes éloignées du bout, mais des fois on peut en avoir sur les communes voisines qui débordent sur la vôtre, mais j'ai pas ça en tête pour l'instant. Oui. Comment? Ben oui. Ouais. On a des périmètres éloignés des fois qui viennent lécher les limites, mais j'ai pas vu ça pour l'instant. Sauf que ça, on a tous ça. Après, on a beaucoup de captage en aérien par ici. Il y en a aussi dans la nappe directement. Ces captages-là dans la nappe qui génèrent des périmètres d'inconstructibilité ou des périmètres rapprochés, éloignés, etc. Et non, je n'ai pas souvenir qu'il y en ait sur la commune en limite de commune. Un écran qui a respecté dessus. Ils ont enlevé le dernier. C'est de la conclusion. Bon, pas d'autres questions? Donc vous avez conscience que voilà, c'est drastique. Aujourd'hui, c'est beaucoup de choses qui s'imposent à nous plus que des choix. Nous aussi, on aimerait pouvoir choisir plus de choses et définir plus de choses. Aujourd'hui, on est énormément contraint par la législation et puis ça ne va pas aller en s'arrangeant. Donc voilà. En tout cas, je vous remercie toutes et tous pour votre présence. Ça fait plaisir. Une prochaine génération. Ça fait une bonne soirée.